Je suis convaincue qu'il faut se poser les questions et les bonnes sur la biodiversité, que c'est capital si on veut un domaine résilient. Et ça, c'est vrai que pour moi, ça c'est la question, c'est est-ce qu'on veut que le domaine dure dans le temps ou est-ce qu'on cherche à juste tirer le plus de pognon pour tout de suite? Je me présente rapidement, effectivement, merci Laetitia de m'avoir introduit. J'ai deux casquettes, moi aussi, cet après-midi. Je suis effectivement chargé de projet et formateur au sein du bureau d'études Permalab. On est basé dans la Drôme, on a un petit bureau d'études qui accompagnons des agriculteurs, des porteurs de projets, des entreprises agricoles, voire des collectivités maintenant sur le design de ferme, le design de terrain, le design de territoire, autour de tout ce qui est hydrologie régénérative, donc agroforesterie, agroécologie, dans la conception et dans l'aménagement. Et au-delà de ça, on fait aussi de la formation. Ça, c'est une première casquette, et j'ai une autre casquette. Je suis cofondateur et coprésident de l'association pour une hydrologie régénérative, là, il y a un petit logo là, qui a été cofondée donc, à l'automne 2022. Avec notamment Charlène Descolonges, que vous connaissez peut-être maintenant, qui est une jeune hydrologue qui a pris de l'ascension médiatique cette année. Et donc cette association a pour but de porter cette vision, cette notion justement d'hydrologie régénérative et plus généralement de régénération des cycles de l'eau par l'aménagement du territoire et comme solution ça à nombre de problématiques autour de l'eau, qu'on connaît actuellement, manque d'eau, trop d'eau, manque d'eau, à vos souhaits. Trop d'eau, manque d'eau, et notamment les conséquences dues au réchauffement, les évolutions climatiques. Alors cet après-midi, j'aime bien commencer mes présentations, formations, interventions par cette phrase de Masanobu Fukuoka, des pionniers de l'agriculture naturelle, on va dire, au Japon, qui a inspiré notamment pas mal le mouvement de la permaculture, et qui disait ça: c'est dans un désert américain que je réalisais soudain que la pluie ne tombe pas des cieux. Elle provient du sol. La formation des déserts n'est pas due à l'absence de pluie, mais plutôt la pluie cesse de tomber parce que la végétation a disparu. Et cette phrase, je trouve qu'elle illustre extrêmement bien beaucoup de problématiques qu'on rencontre actuellement, qu'on impute aux évolutions climatiques, au changement climatique, au réchauffement climatique, mais qui sont peut-être, et que je dis peut-être, c'est parce que c'est en train d'être validé scientifiquement depuis quelques années maintenant, mais il y a un consensus scientifique qui s'établit autour du fait que, il n'y a pas qu'une problématique d'interaction climat vers le sol, et le climat qui fait le sol, mais aussi, et peut-être surtout, d'interaction du sol vers le climat. Autrement dit, l'occupation de nos sols a un impact, et peut-être un impact beaucoup plus important que ce qu'on considère, sur le climat. Alors, dans cette présentation, je vais faire quatre parties. J'ai compris qu'il faut que je sois bref, donc je vais essayer de... Il y a des fois, j'irai peut-être un peu vite, et évidemment, vous n'hésiterez pas à m'arrêter. Alors, on va commencer par la nouvelle, entre guillemets, nouvelle représentation du cycle de l'eau et les conséquences de sa rupture. Quelque part, pour nommer cette notion qui, là aussi, émerge depuis quelques années, on a tous appris que le cycle de l'eau, vos cours de collège, éventuellement de lycée, l'évaporation depuis les masses maritimes, les masses océaniques, condensation, déplacement des nuages sur les surfaces continentales, et puis au bout d'un moment, précipitation, et puis ça précipite, soit ça s'infiltre et ça ressort sous forme de sources, ensuite de cours d'eau, et puis ça retourne par écoulement jusqu'aux masses océaniques, et ainsi de suite. Soit problématique, ça ruisselle directement sans passer par la case sol et sous-sol, et là aussi ça retourne. Et soit, le dernier point, donc ça on peut dire que c'est le grand cycle de l'eau, le cycle de l'eau bleue, comme on le nomme maintenant. Et le dernier élément de ce cycle de l'eau, c'est l'évapotranspiration, autrement dit l'eau qui est issue des précipitations est captée et utilisée entre guillemets par la végétation et repart sous forme de transpiration dans les nuages, l'atmosphère, et entretient comme ça, là aussi, les cycles de l'eau, quoi. Et là, ce qu'on découvre, entre guillemets, c'est que cette proportion de l'eau verte, ce qu'on appelle l'eau verte, l'eau qui passe par les sols et la végétation,
et là, qui a une part dans les précipitations, eh ben, c'est environ 2/3 des précipitations continentales qui viennent de l'évapotranspiration. Ce qu'on découvre, c'est que, alors, ça varie évidemment selon les zones, selon les contextes, évidemment, mais c'est globalement autour de 2/3, plus ou moins, en tout cas une part conséquente du cycle de l'eau, des cycles de l'eau, qui est lié directement à la végétation, à l'occupation des sols sur les territoires, et donc qui est lié, on le verra peut-être tout à l'heure un peu avec Alain Canet, qui est lié aussi au phénomène de photosynthèse qui active la végétation. Et du coup, dans cette nouvelle représentation du cycle de l'eau, on peut, entre guillemets, hein, c'est un peu schématique, mais c'est la logique quand même de base, c'est distinguer un cycle de l'eau, entre guillemets, fonctionnel, où justement, il y a sur une surface continuellement végétalisée sur les continents, il y a effectivement l'évaporation depuis les océans, mais les cycles de l'eau et les cycles de précipitation sont entretenus, maintenus, alimentés par la végétation tout au long et par une succession de cycles comme ça, et qui fait qu'une goutte d'eau peut, avant de retourner à la mer, retomber plusieurs fois sur les continents, sur les surfaces continentales. Et à l'inverse, disons, à l'opposé, on peut considérer un cycle de l'eau, entre guillemets, dysfonctionnel par deux éléments essentiels, dévégétalisation et évacuation de l'eau, quoi. Et de sorte à avoir quelque chose de plus comme ça, c'est-à-dire il y a plus ou beaucoup moins ces cycles qui sont entretenus par la végétation, et évacuation de l'eau retourne trop vite à la mer, d'une certaine manière. L'eau qui tombe, l'eau de pluie qui tombe, retourne trop vite à la mer. Et ça entraîne deux conséquences, deux phénomènes qu'on connaît et qu'on vit et qu'on va vivre de plus en plus dans nos territoires. Et actuellement, d'actualité, c'est plutôt ça, mais très bientôt, on aura ça, sécheresse, inondation, qui quelque part, et il faut bien le voir et bien comprendre, que sont les deux mêmes faces d'une même pièce. Sécheresse et inondation sont les deux mêmes faces d'une même pièce, une pièce qui est, d'une certaine manière, la dégradation du cycle de l'eau par une dégradation de l'occupation continentale, l'occupation des sols sur nos territoires. Et pour un petit peu illustrer là aussi cette notion, notamment autour de l'eau verte, justement, cette distinction entre et l'impact du sol et de la végétation sur le climat, humidité, température, pluviométrie. Ce schéma, il est issu d'un document qui a été réalisé pour le compte des Nations Unies pour expliquer justement cette nouvelle représentation du cycle de l'eau et notamment de l'impact de l'occupation des sols et de la densité de végétation. Comme ça, versus comme ça, c'est un peu des extrêmes, mais dans beaucoup de nos territoires, que ce soit par l'artificialisation urbaines ou les paysages agricoles, on tend vers ce genre de surface et beaucoup moins, ou pas assez en tout cas, sur ce genre de surface diversifiée en termes de végétation, en termes de hauteur et tout ça. Et du coup, effectivement, sur un paysage comme ça, il y a beaucoup plus d'humidité, d'air humide qui monte dans l'atmosphère. Et ça condense plus. Et donc, ça active plusieurs cycles cycles de l'eau. C'est pour ça qu'on parle des cycles de l'eau. Donc, il y a plus de précipitations, hein, globalement, je synthétise. Plus de précipitations sur des paysages comme ça. Plus de condensation et d'attraction au niveau parce qu'on a un paysage plus froid. Ici, des surfaces plus froides ici que ici. Donc il y a des phénomènes de condensation qui se mettent en place. Bref, il y a plusieurs activations de la végétation au niveau des cycles de l'eau sur des paysages comme ça par rapport à ceux-là qui ont beaucoup plus une chaleur latente, une chaleur beaucoup plus sèche qui monte au-dessus de ça, qui ne crée pas ou moins de nuages ou qui les crée beaucoup plus haut. Et qui crée d'une certaine manière des précipitations qui sont beaucoup plus erratiques dans le temps et dans l'espace. Alors
inverser cette tendance d'un cycle de l'eau dégradé par dévégétalisation, moins de végétalisation, parce que déforestation, parce que agriculture moderne, entre guillemets, où on a trop enlevé la végétation, on a dégradé les sols, et parce que évacuation de l'eau, drainage et tout ça. L'inverse de ça, quelque part, pour remédier à ça, la solution, c'est justement un triptyque indissociable et complémentaire eau, sol, arbre. Triptyque pour la régénération des cycles de l'eau dans les agrosystèmes et les territoires, où là on retrouve un peu notre notion d'eau bleue, donc les longs cycles de l'eau, cycle long de l'eau, donc avec l'objectif de ralentir, infiltrer dans ces cycles de long de l'eau, et puis l'eau verte, la fameuse eau verte, les cycles courts de l'eau, et là l'objectif c'est de densifier la végétation. Et c'est la seule diapo où il y a un peu de texte, hein. J'ai bien retenu la consigne, il ne faut pas trop de texte dans les diapos, mais celle-là, j'en ai deux comme ça. Et donc ouais, un triptyque nécessaire donc dans l'aménagement, tout ça, c'est notre triptyque de conception et d'aménagement d'espaces agricoles, d'espaces viticoles en particulier, espaces agricoles au sens large et demain de territoire, c'est d'avoir ces trois éléments, donc eau, hydrologie, donc prise en compte des chemins naturels et artificiels de l'eau, l'aménagement global des sites et bassins versants priorisant la gestion de l'eau et tous les aménagements, implantation et gestion favorisant ralentissement, infiltration et stockage de l'eau. On s'entend sur stockage, évidemment. Le stockage, vite polémique ces temps-ci. Stocker dans des bassines, c'est une chose. Stocker dans le paysage et la végétation et l'ensemble du territoire, c'en est une autre, qui peuvent être complémentaires, mais c'est essentiel de bien recontextualiser. Donc infiltration et stockage d'eau, création et maintien de zones humides ou semi-humides et recharge passive des aquifères. Sol, agronomie, agroécologie, on pourrait dire. Un sol vivant et couvert le plus possible, riche en matière organique, est la clé pour une gestion de l'eau à court terme en réduisant drastiquement tous les phénomènes de ruissellement, stockant l'eau dans tous les éléments biologiques, favorisant l'infiltration et la résilience hydrique pour toute végétation cultivée ou non. On en parle, je pense, dans long et en large et en travers durant ce colloque. Et puis, le dernier point, non négligeable évidemment, arbres et pérennes, agroforesterie. Les arbres sont la clé pour la gestion de l'eau sur le long terme, en favorisant évapotranspiration, condensation et petits cycles de l'eau, en créant des microclimats frais et humides, en infiltrant l'eau en profondeur et ou en la remontant en surface, en développant le réseau mycorhizien et la vie biologique du sol. J'insiste sur ce triptyque parce que certaines choses que vous savez déjà évidemment, mais par contre, ce que nous on remarque clairement dans nos projets ou de manière générale dans les aménagements, c'est qu'on en prend en compte un, voire deux, mais jamais ou rarement les trois, quoi. Et souvent, il manque les trois, et souvent, il manque celui-là, l'aspect design, conception hydrologique, hydrologie régénérative, on pourrait dire, justement pour aménager, pour que l'eau reste, l'eau qui tombe, elle reste dans les territoires. Alors, on va aller rapidement justement sur ce triptyque, sol, arbre et eau. Et pour rappeler juste, on va passer rapidement sur cela, sol et arbre, il y a du monde qui en parle mieux que moi. Juste pour rappeler qu'un pourcent de matière organique dans 15 cm de sol par hectare, c'est 250 m3 d'eau par hectare. Donc d'un point de vue de l'eau, c'est quelque part, c'est là où ça se passe, on va dire, c'est là où on a cherché à développer un sol vivant. C'est là où on pourra stocker le plus d'eau, quoi. Mais ça se fait dans le temps aussi, vous le savez. Donc ça s'organise, d'où le fait de pouvoir jouer sur l'ensemble des paramètres à la fois. Donc tout ce qui est sol, toutes les pratiques qui vont dans ce sens, hein, que c'est pas forcément sur l'aspect viticulture, mais là on retrouve tous les éléments qu'on peut aussi appliquer en viticulture, agriculture de conservation, culture sur sol vivant avec des couverts végétaux, évidemment, enherbement et couverts végétaux justement dans les cultures pérennes, et puis gestion holistique du pâturage. On l'a vu un peu ce matin, comment les animaux bien gérés sont un vrai levier de régénération des sols, à l'inverse, comme ils peuvent être un levier de dégradation des sols en étant mal gérés. Voilà, sol couvert, sol vivant, une petite illustration. Là aussi, je pense que je vous apprendrai à vous plus rien, mais cette illustration parfaitement explicite de l'impact des couverts végétaux, d'un couvert végétal sur ces deux parcelles au même endroit.
voisine évidemment, car il n'y a pas évidemment le même traitement. Là, c'est un sol travaillé, nu, compacté, avec le voisin qui avait changé ses pratiques, sol couvert, non travaillé, probablement décompacté, après un gros épisode, 233 mm de pluie en continu pendant 16 heures. Vous voyez, ruissellement, érosion, dégradation des sols ici, et ressuyage rapide, infiltration de ce côté-là, quoi. Donc, les couverts végétaux, oui, on en parle beaucoup, évidemment, sont un vrai levier, le vrai levier d'un point de vue hydrologique au niveau de la surface des parcelles, quoi. C'est extrait-là d'un livre que vous connaissez peut-être aussi, que je recommande, de mon ami et collègue Alain Mallard, Vigne, vin et permaculture, qui travaille beaucoup sur ces sujets. L'arbre et l'eau, donc le rôle de l'eau, de l'arbre dans le cycle de l'eau, on l'a vu, d'où l'intérêt de remettre des arbres dans les cycles de l'eau. Alain Canet en reparlera mieux que moi tout à l'heure. Et pareil, arbre, c'est remettre, là aussi il expliquera, remettre l'arbre dans les parcelles agricoles, autour des parcelles agricoles, dans les territoires, dans les paysages, d'une manière générale, par toutes les manières. Donc arbres, agroforesterie, culture multi-étagée, les haies, le système bocager, et quand on entend bocager, c'est pas juste les bocages normands. Le bocage en viticulture a aussi toute sa place dans le sens des haies périphériques autour autour des parcelles, et une continuité d'une trame pour toutes les bonnes raisons: biodiversité, mycorhize, gestion de l'eau, brise-vent, tout ça. Remettre l'arbre dans et surtout autour des parcelles est une clé aussi pour l'avenir. Gestion forestière raisonnée et reforestation, système agro-sylvo-pastoraux, là aussi remettre les arbres en fourrage pour les animaux, ça concerne moins la viticulture, encore que. Et puis voilà, pour arriver de paysages qui ressemblent à ça, à des paysages qui ressemblent à ça. On a parlé de paysages ce matin, de paysages viticoles. D'une manière générale, là, on a tout intérêt de tendre dans des programmes, dans des projets de société, de passer de paysage à ça, vers cela. Ça, c'est une illustration issue de l'Association française d'agroforesterie. Voilà, sur l'arbre. Et donc, on va parler justement un peu plus de l'eau et du design hydrologique, on va dire. Et d'abord, là, c'est le deuxième slide où il y a beaucoup de texte, et qui illustre un petit peu justement les problématiques récurrentes d'évacuation de l'eau dans les parcelles viticoles. Parcelles viticoles, mais ça se décline parfaitement à tous les contextes agricoles au-delà du viticole. Mais c'est vrai que il y a souvent, on constate ça, les parcelles de vignes, il y a les images à chaque fois, les parcelles de vignes ont des sols nus et compactés, et de fait sont très vite saturés lors des épisodes pluvieux, générant rapidement du ruissellement. 2, les rangs de vignes sont implantés en ligne droite sur des parcelles présentant des reliefs, ce qui crée des pentes favorisant les écoulements et parfois les ravines. 3, les emprises des parcelles occupent un maximum d'espace, laissant des fossés périphériques réduits à une dimension minimale et dont le seul but est d'évacuer l'eau hors du site. Et 4, corollaire du point 3, il n'y a quasiment aucun aménagement ou ouvrage dans ou autour des parcelles qui est dédié à, entre guillemets, tamponner les eaux de ruissellement et favoriser leur infiltration. Et du coup, dans on va dire, changement un peu de paradigme, inverser l'évacuer l'eau vers comment conserver l'eau, garder l'eau, faire en sorte que l'eau qui tombe à la parcelle reste à la parcelle, et c'est sûrement l'enjeu de société de demain. Donc comment faire ça? Donc, là aussi, passer d'un paysage comme ça, là c'est un sous-bassin versant, où l'eau, quelque part, à peine tombe, elle se retrouve directement au niveau des vallées, des talwegs et des vallées et de l'exutoire, passer à un paysage comme ça, avec une succession de micro-ouvrages qui vont ralentir, infiltrer, répartir, stocker dans différents micro-ouvrages comme ça, diffus dans le paysage, avant que ça ne ressorte ultimement à l'exutoire. Et donc l'eau reste beaucoup plus longtemps dans ce cas-là. Donc comment ralentir, répartir, infiltrer, stocker toute l'eau de précipitation à l'échelle de la parcelle, de la ferme ou du bassin versant. Alors, ouais,
juste ce petit diapo, enfin cette illustration graphique pour un peu plus illustrer juste cette notion de triptyque eau, sol, arbre, et on va dire des effets hydrologiques, l'effet hydrologique global, même si on pourrait le dire que c'est un effet écosystémique global, et dans le temps, de 0, là, il y a 0 à 20 ans, pour illustrer quoi, que sur le bleu là, dès qu'on fait un ouvrage, dès qu'on fait un fossé en perpendiculaire d'une courbe de niveau, dès qu'on fait une mare ou quelque chose pour ralentir l'eau de ruissellement, à la première pluie, il y a un effet hydrologique. Si vous faites un fossé en perpendiculaire d'une pente, à la première pluie, il va y avoir un effet, le fossé va se remplir plutôt que l'eau ruisselle, ça va s'infiltrer, ça va créer déjà un bénéfice hydrologique et plus généralement. Donc dès qu'on fait quelque chose autour de l'eau, tout de suite il y a un effet. Par contre, évidemment, dans le temps, notre fossé en perpendiculaire d'une courbe de niveau, il ne va pas capter plus d'eau. Il y a un effet immédiat, mais par contre qui va être continu dans le temps, voire même qui va avoir tendance à se baisser si jamais ça se comble. Mais tout ça pour dire que c'est en complément. Dès que là aussi sur le sol, on l'a vu, dès qu'on passe en couverts végétaux, très rapidement, il y a un effet hydrologique parce que d'une année sur l'autre, le ruissellement diminue, l'infiltration augmente. Donc il y a un effet hydrologique assez rapide et puis qui lui va croissant dans le temps à mesure que la matière organique, il y a plus de matière organique, les racines s'enfoncent plus profondément, que la vie du sol revient, plus d'eau est captée au fur et à mesure, jusqu'on pourrait dire à atteindre dans le temps, on va dire, un plafond. Si on atteint des taux de matière organique qui sont le maximum qu'elle puisse avoir, quoi. Mais globalement, il y a une tendance à l'amélioration. Et tout ça pour dire aussi que l'arbre, on parle en ce moment, on entend avec les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais, il faut, pour lutter contre les inondations, il faut planter des haies, replanter des haies, planter des arbres pour lutter contre les inondations. Oui, bien de replanter des haies, mais par contre, si on replante des haies cette année et que l'année prochaine, il y a les mêmes conditions, on aura exactement les mêmes inondations. Pourquoi ? Parce que juste planter des haies, les arbres n'ont pas d'effet, disons, hydrologique global, que ce soit sur les flux ou sur le microclimat. Ils n'ont pas d'effet immédiat. Ils commencent à avoir un effet à 5, voire à 10 ans. Donc il y a un effet à moyen terme. Par contre, dans le temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont eux sur le long terme qui ont le véritable effet hydrologique à tout égard et qui d'une certaine manière prennent le relais des autres pour que à 15, 20, 30 ans, ce soit eux qui assurent l'infiltration, les microclimats, l'évapotranspiration et tous les effets bénéfiques dont on a parlé, quoi. Et du coup, d'où ce triptyque, c'est-à-dire que dans notre Nord-Pas-de-Calais dont je parlais, effectivement, il faut planter des haies, oui, mais il faut aussi avoir des ouvrages hydrologiques qui vont immédiatement capter les prochaines précipitations et là, tout de suite travailler sur les sols, sur la qualité des sols, les couvertures végétales, parce que c'est là aussi qu'il y aura un effet immédiat. Donc c'est vraiment l'ensemble des trois qui doit être vu comme à la fois tout de suite le court terme et le long terme. Alors, les principaux ouvrages hydrologiques, là je vais balayer un petit peu rapidement. Il y a de quoi approfondir aussi. Mais voilà, quelques ouvrages hydrologiques, nous, qu'on considère dans nos aménagements, pardon. Évidemment, là aussi, c'est toujours une question de contexte. Il ne s'agit pas de faire un copier-coller d'une technique et de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est toujours une question de contexte. Et certaines choses qui peuvent être très bien dans un endroit ne le sont pas du tout dans d'autres. Donc là, c'est les noues d'infiltration, les baissières, c'est justement des fossés comme ça, avec une fossé talus, plantation de haies et d'arbres idéalement, et ce qui fait que vous aurez compris, dans la pente, l'eau de ruissellement est interceptée, s'infiltre, plutôt que de ruisseler, quoi. Donc là, on a un exemple, par exemple, un fossé qui suit une courbe de niveau, vous voyez que c'est tout selon sur 200 mètres, fossé, talus, on a planté une haie sur le talus, quoi. Donc voilà, et il y a sur un terrain en pente, là donc moins de ruissellement, et après avoir fait 2 ouvrages comme ça, en bas, il y a une ferme en bas, il y a des bâtiments en bas, constat, retour empirique, quand il pleut, moins de problématiques de ruissellement, d'eau qui déborde trop vite en bas au niveau de la maison. Voilà, nous d'infiltration, je disais, fossé là,
le jour où on l'a fait, le lendemain, il a plu tout de suite de l'eau qui est interceptée et qui va rester dans le paysage plutôt que de ruisseler, quoi. Et cette déclinaison, elle peut être faite à grande échelle, et même intérêt à la faire à grande échelle, qu'elle puisse potentiellement structurer un paysage qui retiendrait l'eau plutôt qu'il l'évacue. Ça, c'est au Chili. Implantation selon le relief ou entre guillemets en motif keyline, là aussi, hein, c'est un step supplémentaire en toutes les formes d'agriculture et en viticulture en particulier. Comment, là aussi, avec toutes les questions techniques que ça pose, évidemment, pouvoir replanter en fonction du relief, ou en tout cas implanter en fonction du relief, hein, et pour limiter, évidemment, vous aurez compris, les phénomènes d'érosion qui sont créés de fait quand on plante dans le sens de la pente. Donc voilà, ces possibilités, ces réflexions de planter. Donc il s'agit d'avoir une ligne courbe de niveau de référence et puis de planter des lignes parallèles, évidemment, puisqu'on fait de l'agriculture, mais parallèles à une courbe de niveau de référence de façon à avoir des lignes parallèles pour l'agriculture, mais qui prennent en compte le relief. Voilà, par exemple, ça c'est au château du Vivier à Pont-Évès dans le Var, où un motif keyline d'implantation a été mis en place. Là, c'est en Espagne. Je vais passer un peu rapidement. C'est en Espagne. Là aussi, sur une grande surface. Implantation d'une parcelle viticole, une grande parcelle viticole. Là aussi, il y a une courbe de niveau quelque part qui a été prise comme référence pour tirer des lignes parallèles pour implanter. Alors, mares temporaires, zones d'infiltration, tout ça, hein, c'est toutes ces zones qui manquent cruellement dans notre paysage depuis le remembrement. On a beaucoup enlevé des haies, on a enlevé beaucoup d'arbres, mais ce dont on parle moins, c'est à quel point on a drainé, on a comblé, on a évacué des mares, des points d'eau, tout dans de manière extrêmement diffuse dans le paysage et qui avait un rôle de biodiversité, mais surtout hydrologique de plus haut point. Donc il y a un intérêt, un enjeu là aussi à remettre une succession de micro-ouvrages, non pas pour stocker de l'eau pour l'irrigation ou quoi que ce soit, mais juste pour infiltrer de l'eau qui reste là localement. Par exemple, là c'est un château, c'est un domaine dans le Var. On vient de faire des travaux là, bon c'est pour ça que c'est un peu moche là, mais c'est de l'eau là. Avant toute cette eau elle s'évacuait dans le fossé là. Là, justement, on a élargi, créé un fossé, remonté l'évacuation de sorte qu'il y a un vrai volume tampon qui soit là, entre deux parcelles viticoles, pour pouvoir tamponner des eaux de ruissellement. Voilà, à plus grande échelle, comment aussi tous ces bassins, zones d'infiltration ou bassins étant retenus collinaires, là, on parle éventuellement pour plus du stockage, comment là aussi peuvent s'intégrer dans le paysage pour capter les eaux de ruissellement d'abord, hein, les retenues collinaires, tout ça, c'est idéalement pour capter les eaux de ruissellement, pas pour pomper dans les nappes ou détourner des cours d'eau, parce qu'on tape dans le milieu. Quand on capte les eaux de ruissellement qui tombent sur la zone, c'est beaucoup moins impactant évidemment que quand on pompe dans les nappes. Voilà, chemin collecteur jusqu'au chemin, les routes, les chemins peuvent être pensés. Là, c'est des chemins qui sont tracés sur une courbe à léger dénivelé et qui peuvent être pensés pour que l'eau de ruissellement soit captée, soit emmenée doucement vers des ouvrages, soit de stockage, soit d'infiltration. Donc ça peut impliquer de repenser le paysage, repenser l'ensemble des éléments du paysage par rapport au relief, aux écoulements d'eau, pour que l'eau reste et favoriser évidemment toute la résilience hydrique du paysage et des cultures. Voilà, fossé ou Talweg à Redan. Là aussi, c'est tous nos fossés qui sont faits pour l'instant pour évacuer l'eau, que ce soit au bord des routes ou dans le parcellaire. Ils mettent ça, des redans, c'est-à-dire des petits ouvrages. Alors évidemment, on va dire c'est de l'entretien, c'est autre chose. Évidemment, c'est d'autres contraintes. Par contre, là, on travaille à garder l'eau, à infiltrer l'eau, à recharger les nappes et à recréer aussi un écosystème qui est plus résilient. Soit dans les fossés, soit dans les Talweg, où là aussi, c'est pas forcément des fossés qu'on a créés, mais c'est des Talweg et rien n'est fait pour y retenir l'eau, et c'est de l'eau qui est entre guillemets perdue. Un petit exemple, là, justement, dans le Var, domaine viticole,
C'est un exemple de ces rodents dans un fossé qui était destiné là aussi à l'évacuation. Et vous voyez que après les premières pluies, tout de suite, de l'eau s'infiltre. Ça n'empêche pas, l'eau ne va pas aller dans les parcelles, hein, évidemment, elle continue à passer d'une à l'autre. Par contre, il y a un effet tampon qui est mis en place et qui sera bénéfique. Voilà, tranchées drainantes, drains français, d'autres types d'ouvrages. Quand on fait c'est pas évident toujours de faire des fossés dans un parcellaire qui est déjà implanté, parce qu'il faut qu'on circule tout ça, mais il y a d'autres techniques. Ça, c'est un fossé qui a été rempli de cailloux, donc c'est un drain, c'est une forme de drain. On appelle ça drain français, entre guillemets. Mais du coup, là, l'eau de ruissellement est aussi interceptée. Il y a un léger dénivelé qui est emmené là, vous voyez, à nouveau vers un bassin d'infiltration. Voilà, d'autres formes, les fascines dans d'autres contextes, ou notamment assez érosifs, tout ce qui est fascinage. Là aussi, c'est un impact, on va dire, le cercle vertueux qu'on réenclenche à partir du moment où on crée un obstacle à l'écoulement d'eau et au phénomène érosif. Jusqu'à arriver aux terrasses, on en a parlé un peu ce matin, qui évidemment sont certes un usage de la pente qui peut-être pourrait être dédié aussi plus à des cultures pérennes et de la couverture forestière. Faute de ça, c'est le minima pour retenir l'eau, les sédiments, et là aussi enclencher un cercle vertueux, on va dire. Voilà, donc tout ça, ça se design, ça se pense, ça se réalise. C'est pas nous qui avons fait ça, là aussi c'est le collègue Alain Mallard, et qui illustre assez bien, donc vous voyez, d'un parcellaire classique. Alors ça implique une replantation, tout ça. Oui, on ne replante pas comme ça du jour au lendemain un parcellaire viticole. Par contre, ça vaut le coup vraiment de se questionner au moment où justement on replante, on redesign, on repense du parcellaire, qu'il soit viticole ou autre, avec cette vision, ces approches, justement, y compris les aspects techniques, les terrains techniques, l'usage des machines et tout ça, mais pour avoir considéré en tout cas beaucoup plus l'eau notamment dans ces paysages, et l'eau comme support de végétation, et l'eau comme support notamment des arbres, des haies en particulier. Allez, je vais terminer rapidement sur un exemple qu'on a justement accompagné, notamment avec Alain Canet, qui va vous parler juste après. D'ailleurs, j'espère qu'il n'a pas prévu d'en parler aussi, sinon ça va faire doublon. Mais un exemple du domaine Tasquier dans le Var, là aussi, où c'était justement, il y avait un peu tous ces enjeux qui étaient combinés. L'enjeu, c'était un domaine, donc ce domaine Tasquier qui avait racheté 5 ou 6 hectares, je ne sais plus précisément, au domaine voisin. Il voulait racheter et replanter l'ensemble de ces différentes parcelles là en faisant justement avec un projet agroécologique, agroforestier un peu pilote, et du coup ils avaient réuni un petit peu une différente équipe, pourquoi un groupe de projet. On en parlait ce matin, de se réunir en groupe de projet avec différents intervenants quand c'est possible évidemment, mais c'est vrai que ça vaut le coup, et là ça valait le coup dans ce cas-là, puisque le domaine était situé en pleine réserve naturelle du massif des Maures. Donc du coup, réserve naturelle, donc enjeu biodiversité, enjeu réglementaire aussi, et puis aussi et surtout enjeu de tension qu'il y avait jusqu'à maintenant, de tension entre d'un côté les viticulteurs, chose que vous connaissez certainement, entre d'un côté les viticulteurs et de l'autre côté les écologistes, on va dire, de la réserve naturelle, avec des enjeux souvent très contradictoires et des tensions, voire des problèmes qui se finissent au tribunal, en l'occurrence, comme ça avait été le cas pour Lionel, qui a initié du coup ce projet de parcellaire école, on va dire modèle, au niveau de l'agroécologie et de l'agroforesterie. Aussi par rapport à un enjeu faune fort, la tortue d'Hermann, justement dans cette zone de la réserve naturelle des Maures. Et donc l'enjeu, c'était comment on peut faire de la viticulture tout en créant quelque part un habitat pour la tortue d'Hermann, et donc des habitats favorables à la biodiversité. Et puis dernier enjeu, c'est ça, c'est-à-dire là on est au fond d'un fossé en bas de parcelle, il fait 2 mètres, parce que à chaque gros épisode pluvieux, ça ruisselle, ça érode, et ça surcreuse à chaque fois un petit peu plus les fossés et les fonds du fossé naturel.
Voilà, donc problème de ruissellement, d'érosion, de roches affleurantes, peu de sol, problème de ravines ici, donc parcellaire, légère pente, pas forte pente, mais implantée dans le sens de la pente. Et puis donc terrain et sol travaillé, comme je disais, des ravines qui se sont créées. Voilà à quoi ça ressemblait au moment où on est arrivé avant de plantation. Voilà, ça c'est le domaine voisin, justement, fort travail du sol, et du coup, problématique de ruissellement, d'érosion, d'ensablement en bas des parcelles. Voilà, ensablement en bas des parcelles, et comme je disais, donc l'eau qui s'évacue très vite, trop vite, et qui surcreuse à chaque fois un peu plus les fossés. On est situé ça c'est le parcellaire ici, vous reconnaissez. On est situé il y a un ruisseau en bas, un cours d'eau, qui est dans le bassin versant, qui est affluent de l'Argence, qui arrive dans certaines villes qui connaissent des problématiques d'inondation notamment, et qui s'explique aussi par le paysage qui est en amont de l'Argence et de ces villes, qui, entre guillemets, ne retient pas l'eau, et le paysage viticole en particulier. Donc là, c'est un cours d'eau intermittent, sur la carte IGN. C'est le fameux cours d'eau qui est creusé à 2 mètres de profondeur, qu'on voyait avec Lionel, et qui est juste en bas de la parcelle. La parcelle là. Et cours d'eau intermittent, il est intermittent, c'est pas parce qu'il y a une source ou quoi que ce soit, il coule uniquement que quand il y a des épisodes forts, quoi. Donc c'est même pas un temps que c'est un cours d'eau, si ce n'est, on va dire, plutôt une évacuation d'eau de pluie. Voilà, donc ici on a ce chemin là, c'est la crête, donc la pente est globalement comme ça. Il y a 2 hectares de maquis qui appartiennent à la réserve naturelle, donc on n'y touche pas, du maquis assez, avec un sol, une végétation assez clairsemée. Donc là aussi, quand il pleut beaucoup, même si c'est du milieu naturel, ça ruisselle beaucoup. Et puis évidemment des fossés qui ont été faits autour du parcellaire, autour et dans le parcellaire, où toute l'eau de ruissellement, évidemment ces fossés servent à capter, drainer, évacuer l'eau pour l'emmener vers le fameux cours d'eau intermittent qui est en bas. Des fossés ici, qui sont créés essentiellement aussi parce que c'était des ravines qui sont devenues des fossés d'évacuation. Et puis, notoire quand même, dans une partie en bas d'un fossé, il y a un fossé qui s'était bouché là, il y avait une ripisylve, il y a quelques arbres qui avaient été laissés ici, et du coup il y avait une mare temporaire, au mois de juin quand on était allé, il y avait une mare temporaire qui était encore en place, qui s'était créée uniquement parce qu'il y avait un fossé qui s'était bouché ici, quoi. Et donc ça nous a inspiré quelque part pour créer ce projet, agroforestier, hydro-agroforestier, on va dire, avec ce fameux triptyque eau, sol, arbre. La réflexion sur l'aspect hydrologique, elle a été faite. Alors, au final, il y a eu une vraie réflexion sur le sens de plantation, du parcellaire. On a replanté dans le sens de la pente. Il y a une réflexion pourquoi on ne plante pas dans l'autre sens, pour aller vraiment dans toute la logique. Il y a eu débat, on va dire réflexion dans l'équipe. Et au final, on a replanté, on va dire par praticité, dans le même sens que c'était planté. Par contre, au niveau hydrologique, ce qui a été fait, c'est que tout au long des fossés, là, la logique, c'était de dire ralentir, répartir, infiltrer. Et ce qui fait que plutôt que ces fossés deviennent soient juste des évacuateurs d'eau, on s'inspire de ça, de ce fossé qui s'est bouché, qui a créé une mare temporaire. Et on crée donc par des redans, vous voyez, juste avant on a vu les redans, créer une succession de redans le long des fossés, voire d'élargir un petit peu pour qu'il y ait une succession de micro-mares temporaires qui soient tout le long des fossés, autour du parcellaire, dans le parcellaire, et de façon là aussi à créer beaucoup plus d'infiltration, de retenue et d'infiltration d'eau, qui va bénéficier à toutes les lignes d'arbres qui ont été plantées. Donc là aussi on subdivise le parcellaire, le grand parcellaire là en plusieurs sous-parcelles, on va dire, avec des haies simples, des haies doubles, des haies autour des fossés avec les fossés, les redans notamment, donc plus d'eau qui reste et qui bénéficie aussi aux arbres qu'on plante, et puis jusque des arbres dans les rangs, dans les plantations. Là aussi Alain reparlera de comment on intègre les arbres dans les plantations. Et du coup, voilà, ça c'est un peu un schéma de principe, un plan global que Lionel, petit à petit, a mis en place sur le parcellaire.
à la fois avec donc, le fameux justement triptyque eau, sol, arbre, une succession d'ouvrages, de micro-ouvrages pour tamponner, infiltrer, garder de l'eau et créer de la biodiversité. Sol, couverts végétaux, vous voyez qu'il a une bonne maîtrise de ces couverts végétaux dans un plantier avec des couverts assez productifs en biomasse. Et puis évidemment, arbres, les fameuses plantations de haies dans et autour du parcellaire. Et donc là, on a justement, après avoir, ça c'est en novembre 2022, il a planté en 2021, il a fait les différents ouvrages hydrologiques plutôt en 2022. Donc il s'agit de, c'est pas des grands trucs, souvent c'est les fossés. On élargit un petit peu le fossé, on bouche un petit peu ici, on met avec un peu de terre, des pierres, du bois, des redans. On s'assure évidemment qu'il y ait une continuité pour pas que ça déborde n'importe où. Et vous voyez, après 50 mm de pluie, c'est autant d'eau qui reste là, des micro-tampons. Et c'est autant d'eau qui ne se retrouve pas tout de suite dans les cours d'eau en aval, qui ne surcreusent pas un fossé, qui ne se retrouvent pas à surcharger les cours d'eau de l'aval, voire à créer des inondations, quoi. Alors c'est sur 2 ou 3, quelques hectares, donc c'est petit, mais un ensemble de tout ça ferait qu'on aurait des paysages qui garderaient beaucoup plus l'eau, qui l'infiltrerait, qui aurait un impact beaucoup plus important aussi sur la recherche des aquifères et sur les phénomènes de manque d'eau en été, et par rapport aux inondations qui tamponneraient des volumes d'eau qui arrivent trop vite dans les cours d'eau en aval. Voilà, je m'arrête puisque je vois que j'ai l'écran rouge.